Casamance, Monsieur Ansou Sané, juriste qui a été pendant longtemps secrétaire général avant de devenir directeur général de l'ANRAC et auparavant conseiller technique dans plusieurs ministères. Bonjour Monsieur Ansou Sané et bienvenue. Bonjour Monsieur Ning, je voudrais vous remercier pour cette invitation dans votre émission Point de vue et en profiter pour remercier tous les téléspectateurs de la RTS et saluer aussi les téléspectateurs qui nous suivent bien sûr via la RTS mais via vos différents supports de communication et saluer toutes les populations de la Casamance. Merci beaucoup. Alors c'est une mission régalienne, comme je l'ai dit, de défense de l'intégrité du territoire et de protection des personnes et des biens selon le communiqué de la DIRPA, la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Mais pour une structure comme l'ANRAC, quelle est l'importance de cette opération de sécurisation? Voilà, je pense que vous l'avez dit depuis effectivement quelques jours, l'armée a initié des opérations de ratissage dans le département de Bignona, notamment dans l'arrondissement de Niaguis, donc dans des zones qui vont de la forêt de Sikoun jusqu'à la zone de Goudomp, dans le département de Goudomp. Je pense que si on examine le communiqué de la DIRPA, donc produit à ce niveau, l'on voit nettement que ce sont des opérations de ratissage qui ont pour finalité d'assurer la sécurité dans la zone et quelque part favoriser le retour des populations déplacées. Comme vous le savez, donc, nous sommes dans une zone où le contexte est marqué par une recrudescence d'une certaine délinquance transfrontalière, donc, qui fait que souvent les populations font l'objet d'exactions. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, la plupart des incidents qu'on note en Casamance sont liés quelque part à des exactions que les populations subissent. Donc, lorsqu'elles vont dans leurs champs, dans leurs vergers. Donc, et l'une aussi des manifestations de cette délinquance se traduit par donc, la recrudescence du phénomène du trafic de chanvre indien. Donc la coupe illicite de bois. Autant donc d'exactions qui ont fini de semer la terreur dans la zone et qui constituent un frein au retour des populations. Et un retour qui, on sait, donc, est fortement donc, engagé depuis quelques années. Donc nous pensons que donc, ce sont des opérations qui entrent dans cette perspective. Et l'autre perspective aussi, c'est que, comme vous le savez, le gouvernement est en train d'initier un important projet donc, de création d'une agropole dans la zone. Donc c'est une agropole qui va contribuer clairement à créer des richesses, à créer des emplois. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il est nécessaire d'aller dans cette dynamique de sécurisation pour permettre aux populations de retourner et de pouvoir circuler librement et d'assurer leur intégrité physique et l'intégrité aussi de leurs biens. Ok, vous avez mis l'accent sur le processus de retour des populations qui donc étaient déplacées pour les raisons que nous savons. Donc à l'évidence, ce processus-là était menacé, justifiant bien sûr l'importance de l'intervention de l'armée, c'est ça? Oui, parce que depuis 2012, quand même, suite à l'accalmie qu'on a notée au niveau de la Casamance, donc il y a eu une dynamique favorable de retour des populations. Une dynamique qu'on avait notée donc, auparavant dans la zone de Bignona, dans le Nord Sindia, une zone, si vous vous rappelez bien, était fortement marquée par, donc impactée par le conflit armé. Donc cette même dynamique s'est poursuivie dans les autres localités de Bignona, notamment dans le Narang, dans la zone des palmiers. Et justement, dans la zone de Ziguinchor, notamment dans l'arrondissement de Niaguis, ce retour des populations a longtemps été freiné par l'absence de véritables conditions de sécurité sur place. Puisque pendant longtemps, les populations tentaient de rentrer, mais souvent, elles étaient, donc, ce retour était donc, freiné, bloqué par... elles n'étaient pas rassurées. Elles n'étaient pas rassurées. Donc, et il est vrai que l'armée, pendant longtemps, a mené sa mission régalienne de mise en place de ces conditions. Mais je pense que depuis deux ans, lorsque l'armée s'est véritablement engagée dans ce processus avec l'installation de cantonnements, notamment à Bissine, à Binyaloum ou bien à Niadou, les populations se sont senties rassurées donc, et elles ont engagé la dynamique. Et donc, cela, nous avons noté ça depuis l'année dernière avec déjà le retour
de Bissine, le village de Bissine. Oui. Donc c'est un retour qui a été bien coordonné, donc où véritablement tous les services de l'État ont accompagné, donc tous les acteurs, les ONG ont aussi accompagné, ce qui nous a permis d'installer ce village avec le concours de l'armée. Et nous avons travaillé aussi bien en amont qu'en aval pour permettre à ce village donc, de rentrer, à mettre en place toutes les conditions requises. Oui. Donc à la suite de cela, donc, beaucoup d'autres villages ont manifesté ce même désir. Donc, d'ailleurs, un comité local de développement avait été organisé en son temps sous l'égide du sous-préfet de Niaguis, que je salue au passage. Donc, un comité, donc un cadre qui nous a permis d'identifier tous les besoins nécessaires au retour des populations. Oui. Et normalement, cette année, ce processus va prendre son cours. C'est ça. Et c'est pourquoi nous saluons ces opérations, nous saluons ces dynamiques. Et nous, vous comprenez, en tant qu'agent chargé de coordonner ce retour des populations, chargé un peu de travailler donc, à leur réinsertion économique et sociale, nous pouvons que suivre avec intérêt ces opérations. Donc, et croire qu'effectivement, elles contribueront donc, à faire en sorte que les zones soient sécurisées, afin que ce retour soit effectif. Justement, il faut peut-être apprécier le processus de retour pour mesurer la portée de l'opération de sécurisation que mène l'armée. On se souvient, vous l'avez dit tout à l'heure, de ce pas de géant qui a été fait. La RTS 4, d'ailleurs, avec Abdoulaye Sinkare, notre confrère, avait fait un beau reportage sur ce retour des populations à Bissine, à Niaguis. Ça, c'était un début. Aujourd'hui, dans quel état se trouve le processus, justement? Et vous ciblez combien de villages, par exemple? Oui, je l'ai dit, après Bissine, qui a rejoint depuis le mois de juillet 2020, donc un retour qui a été parfaitement coordonné, parce que, puisque je le rappelle, hein, c'est sous la coordination des autorités administratives et sous le pilotage de l'ANRAC et de l'armée qui a assuré les conditions de sécurité que véritablement toutes les conditions ont pu être réunies. Donc aujourd'hui, ce village est installé. Donc les ONG, les acteurs ont apporté tout le concours qui devrait être apporté. Donc l'État est en train de continuer à accompagner. Donc aujourd'hui, nous avons le PUDC, le PUMA, donc, et le PPDC qui ont mis en œuvre un certain nombre d'actions pour accompagner ce retour. Mais aujourd'hui, on a noté que dans la zone, donc, il n'y a pas moins de 14 villages donc, qui sont dans la même perspective de retour. Oui. Et ce retour donc, doit obéir à la mise en place d'un certain nombre de conditions donc, et de préoccupations, donc de besoins qu'on a fini d'identifier. Donc il ne suffit pas de faire revenir les populations. Et encore faut-il les accompagner. Oui, il faut en amont mettre en place les conditions de sécurité, ce que l'armée a fait. Maintenant, il faudrait mettre en place tout un dispositif d'accompagnement. Oui. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ce dispositif-là va à l'identification des besoins ou bien des préoccupations que souvent ces populations-là expriment pour pouvoir rentrer. Et en l'espèce, ces populations, donc je crois que le premier besoin, c'est d'abord la construction des habitats sociaux. C'est ça. Donc c'est mettre en place des puits pour permettre aux populations d'accéder à l'eau potable. C'est souvent également leur donner des moustiquaires donc pour se prémunir des maladies telles que le paludisme. Après également, il y a un certain nombre de besoins qui portent sur la mise en place des infrastructures sociales de base, notamment les écoles, notamment les postes de santé, donc, et aussi donc, des besoins liés à, aux pistes de désenclavement pour permettre aux populations d'accéder dans les champs ou bien dans les vergers et pouvoir s'adonner à leurs activités agricoles ou maraîchères. Donc il y a également des besoins liés à l'électrification rurale. Donc je pense que c'est autant de besoins qu'on essaye d'identifier. Et avec le concours de l'ensemble des services de l'État, des projets et programmes, des ONG, donc nous essayons de voir dans un cadre complémentaire comment offrir aux populations ce package de services. Donc nous, du côté de l'ANRAC, pour ce qui concerne ce retour des 14 villages, nous avons fini d'initier un programme qu'on a appelé programme de réinsertion et de réintégration des déplacés du département de Ziguinchor. Donc dans l'élaboration de ce programme-là, nous avons travaillé avec tous les acteurs sur place qui concourent, n'est-ce pas, à apporter des réponses aux préoccupations des populations à ce niveau. Donc nous avons travaillé à identifier tous ces besoins et à voir
donc quels sont les acteurs qui sont prêts à accompagner donc, la satisfaction de ces besoins et donc à travailler dans une démarche consensuelle pour faire en sorte qu'il y ait une articulation dans l'offre de services à apporter donc, à ces populations, en faveur de ces populations. C'est ainsi que ce programme a été bouclé donc, pour un coût de 46 milliards, mais vous comprendrez que c'est la somme de l'ensemble des plans d'action que ces différents projets, programmes et acteurs une mise en cohérence de toutes les actions. Quoi. Et cette mise en cohérence, justement, vous l'avez dit, cela relève de notre mission, puisque comme vous le savez, dans l'accompagnement du processus de retour, dans l'accompagnement du processus de développement économique et social, il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires qui manifestent leur désir d'accompagner l'État. Donc il faut une mise en cohérence, il faut une mise en articulation de l'ensemble des différentes interventions de ces acteurs. Et c'est le rôle qui est dévolu à l'ANRAC. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers ce programme. Donc, et aujourd'hui, le PUDC, comme vous le savez, donc, dans sa phase 2, va se déployer au niveau de la Casamance. Déjà, dans certaines localités de la région de Sédhiou et de Kolda, donc, les interventions ont démarré avec la construction de pistes de désenclavement, avec la construction de forages, de puits et de forages. Et cette année, justement, le PUDC va être dans la même dynamique dans la zone de Niaguis, donc où justement on a parlé de ces 14 villages. Et il est prévu, donc dans les 5 communes du département de Ziguinchor, la mise en place de l'électrification rurale. Donc, et on va cibler à peu près donc, 10 villages pour une phase première. Et donc cette même opération va se poursuivre dans la zone de Bignona, où le PUDC va construire des postes de santé. Donc ça veut dire que l'État est en train d'accompagner la dynamique à travers la mise en place des conditions. Et je pense que le président de la République, M. Macky Sall, a donné toutes les instructions afin que donc, toutes les conditions requises pour permettre un retour apaisé donc des populations soient mises en place. Et ce retour, une fois également enclenché, sur place, les populations ont besoin d'un accompagnement, surtout dans des activités de réinsertion économique. Parce qu'on sait que ce sont des populations qui ont été déplacées durant presque 30 à 40 ans. Elles sont attachées un peu à leur terre, à leur champ. Quand elles retournent, il faut les accompagner. Sinon, elles ont tendance à ne pas avoir des occupations. Donc, elles ont tendance à s'adonner à certaines activités illicites. Donc, ou bien elles ont tendance à retourner là où il y a. Donc, il y a tout un ensemble de services à mettre en place afin d'accompagner ce retour. Parfait. Et donc, surtout aussi du côté de l'agriculture, où il faut véritablement faire en sorte que les populations puissent l'accompagner dans le matériel agricole, donc dans les blocs maraîchers, donc dans les pistes de désenclavement pour connecter les zones de production où elles sont aux zones de commercialisation ou bien aux zones de consommation. D'accord. Tous ces services sont en train d'être mis en branle par l'ensemble de ces services et je profite de l'occasion pour féliciter tous les partenaires qui nous accompagnent, qui accompagnent donc ces populations et féliciter aussi la parfaite coordination que les autorités administratives font de ce dossier, donc le gouverneur de Ziguinchor, le préfet et l'ensemble des autres autorités. On espère que c'est un processus qui va aller vite. On ne va pas être retardé par les procédures parce qu'on est devant l'urgence, non? Oui, vous veillez à cela en tant qu'ANRAC? Justement, ça va aller vite parce qu'il y a ce désir. Donc ce retour est aujourd'hui irréversible. Du moment qu'il y a beaucoup de structures, on peut imaginer que, bon, parfois, que les choses traînent, etc. Vous veillez à cela, à ce que les choses... Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons cette mission d'harmoniser les interventions des acteurs et surtout de faire en sorte de créer des articulations en ces différentes interventions. C'est important. Pour éviter qu'il y ait des doublons ou bien des doubles emplois. Puisque dans le temps, on constatait qu'entre même acteurs, donc, il arrivait que les offres de services soient accordées à des populations dans la même localité sans qu'il y ait une harmonisation. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte que dans cette volonté manifeste d'accompagner ces populations, donc il y ait une complémentarité justement dans les réponses à apporter à leurs préoccupations. Et nous l'avons fait à travers ce programme, comme je l'ai dit, qui a été initié et dont l'élaboration a été bouclée depuis le mois de décembre. Et dans ce programme-là, il y a véritablement un cadre donc, où tous les acteurs interviennent et de façon complémentaire. Parfait. Donc, alors, ça, un peu, c'est le rôle de l'ANRAC et nous y veillons. On parle un peu de notre volet qui a justifié d'ailleurs cette opération de sécurisation de l'armée. On le sait, les forêts casamançaises sont source de convoitise. Des activités illicites s'y développent, si bien qu'on parle de pillage. Aujourd'hui, de la position où vous êtes en tant qu'ANRAC toujours, quels sont les enjeux
liées à ce pillage-là dont on parle des forêts casamançaises? Oui, vous l'avez dit, hein, depuis, je pense qu'une décennie, la forêt casamançaise connaît une agression intense, donc avec un pillage organisé, Oui. qui fait qu'aujourd'hui, cette forêt est menacée. Or, on le sait, la Casamance est une réserve forestière extrêmement importante à travers un couvert végétal qui est aujourd'hui riche, du fait de la position géographique de la Casamance, du fait de la pluviométrie abondante. Donc tout ça fait que, véritablement, la Casamance est gratifiée de forêts qui offrent toutes les conditions et toutes les potentialités qui font donc aujourd'hui le charme de cette région. Malheureusement, du fait de ce pillage organisé, donc nous assistons de plus en plus à l'agression de cette forêt, au point que les spécialistes pensent que donc, si ce phénomène n'est pas stoppé, véritablement la Casamance en arriverait à des conditions où cette région serait désertique. Donc il nous faut agir. Et je pense que le président de la République, depuis 2 ans, donc, a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à ce pillage. Je rappelle que donc, depuis 2018, le code forestier a été révisé. Donc, le code pénal également a été révisé pour vraiment adapter ces dispositifs législatifs-là à cette nouvelle problématique que l'on connaît aujourd'hui en Casamance, avec véritablement l'introduction de nouvelles infractions telles que l'association de malfaiteurs, telles que par exemple le trafic international de bois. Donc, toutes ces infractions-là sont assorties de peines assez lourdes pour véritablement réprimer et dissuader les coupeurs de bois à ce niveau. Donc, du côté aussi de nos relations diplomatiques avec la Gambie, vous savez qu'à l'occasion des différentes commissions mixtes qui mettent en branle les relations sénégalo-gambiennes, le gouvernement ne cesse d'interpeller nos voisins de la Gambie pour véritablement une coopération, pour un engagement, pour faire en sorte que ce phénomène-là soit stoppé. Puisque, comme vous le savez, la Gambie sert souvent de transit pour les auteurs de ces opérations, et c'est un bois qui transite par la Gambie pour aller vers des destinations telles que la Chine, voire l'Inde. Et aujourd'hui, on estime que presque chaque année, près de 400 000 tonnes de bois sont coupées illégalement, illicitement en Casamance. Donc, il faut agir, et en plus de ça, je pense que le gouvernement a fait des efforts en recrutant près de 400 agents des eaux et forêts, pour permettre véritablement de renforcer la surveillance au niveau des zones où on note un peu ce le président de la République même, on se souvient, avait ordonné la suspension des autorisations. Oui, donc ça également c'est une des mesures. Et l'autre mesure a été d'engager toutes les forces de défense et de sécurité dans ce combat. Parce qu'au départ, la surveillance des forêts, la lutte contre ce phénomène était dévolue aux eaux et forêts. Mais maintenant, je pense que toutes les forces de défense et de sécurité dans la zone, notamment l'armée, la gendarmerie, et les eaux et forêts, travaillent dans une dynamique complémentaire avec les populations pour faire en sorte que ce phénomène-là soit stoppé. Mais ces efforts ne sont pas souvent récompensés tel qu'il le faut, parce que ce sont des forêts extrêmement dense, avec une densité extrêmement importante à ce niveau. Et moi, je pense qu'en plus aujourd'hui, en plus de ces mesures qui ont été prises par le gouvernement, il faudrait suffisamment travailler à renforcer l'engagement gambien, la coopération gambienne, pour faire en sorte que, au niveau de ce pays de transit déjà, qu'on puisse arrêter ce phénomène. Mais je pense qu'il faudrait aussi une dimension communautaire qu'on doit impulser, en plus de tout l'ensemble de ces mesures qui sont prises. Pourquoi je le dis? Parce que, comme vous le savez, le Casamance a une relation assez sacrée, très étroite avec la forêt. Parce que la forêt, souvent, elle permet au Casamance de pouvoir avoir le bois pour construire sa maison. C'est ça. La forêt est le lieu par prédilection où l'une des plus importantes traditions du Casamance est conservée, c'est-à-dire la circoncision, le boucoute. En plus de ça, la forêt casamançaise permet aujourd'hui à toutes les régions de la Casamance d'avoir ce statut de grenier agricole, de vivier fruitier. Donc, ce qui fait que pendant longtemps, il y a cette relation sacrée, étroite, qui nous lie à la forêt. Et les populations, en tout cas, n'osaient pas à faire une agression à cette forêt
qui nous procurait autant de vertus. Oui. Ce qui fait que pendant longtemps, à côté même de cette exploitation-là, il y avait une gestion écologique qui faisait qu'en retour, on plantait des arbres donc pour compenser donc, certaines pertes de bois. Donc aujourd'hui, si je pense on en arrive à une situation où donc, des délinquants donc, viennent donc, perpétrer des actes d'agression contre cette forêt, je pense qu'il y a un problème. Ouais. Et le constat, c'est parce que pour la plupart, les populations qui sont dans ces zones-là donc, ont des difficultés, sont des populations vulnérables, n'ont pas d'activité génératrice de revenus, n'ont pas d'activité de réinsertion économique. Parce que, comme vous le savez, pour la plupart, c'est des populations qui ont vécu dans le statut de déplacés, donc qui s'étaient réfugiés en Gambie et qui sont revenus. Ouais. Et le manque, justement, d'activité économique fait que souvent, elles ont tendance à coopérer avec l'ennemi. Elles ont tendance à coopérer avec ces Chinois, puisque les études ont montré que, généralement, quand ces trafiquants s'installent dans ces zones, souvent, elles ont l'habitude de corrompre quelque part les jeunes avec des motos Jakarta qui leur donnent. Les jeunes s'adonnent souvent, c'est la seule activité du reste qui est génératrice de revenus dans les zones. Donc, si ils ne donnent pas des céréales aux familles, donc pour pouvoir accéder au bois. Donc, je pense que, pour moi, il faudrait, donc, dans cette dynamique communautaire... Parmi les pistes de solutions, vous parlez d'une dynamique communautaire, mais aussi d'une certaine réorganisation qui permettrait peut-être des activités licites au niveau de ces forêts-là. Oui, il faudrait donc susciter donc, cette dynamique communautaire, susciter cet esprit de dénonciation pour accompagner justement les forces de défense et de sécurité dans leur mission régale. Puisque je l'ai dit, souvent c'est des zones qui sont difficiles d'accès. Donc s'il n'y a pas une bonne collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité, donc les résultats n'ont pas tendance à suivre donc, comme il le faut. Mais ces populations, pour qu'on puisse obtenir d'elles donc cette collaboration, je pense qu'il faut renforcer donc, les mécanismes de lutte, diversifier les mécanismes de lutte en faisant en sorte de les accompagner dans des activités génératrices de revenus, en mettant les conditions idoines dans ces localités, de telle sorte que ces populations-là auront à bien collaborer. Parce que, comme vous le savez, si elles sont dans des conditions économiques assez favorables, moi je pense que donc, les résultats pourraient connaître des bons extrêmement importants. Il faudrait également qu'on associe les collectivités territoriales donc, de façon intense dans cette lutte-là. Et je pense que si on parvient à faire en sorte que cette chaîne soit bien huilée entre les populations, les collectivités territoriales et les forces de défense et de sécurité, je pense que tous les efforts donc, qui se font aujourd'hui par l'État connaîtront des résultats et nous parviendrons justement à sauvegarder cette forêt casamançaise. Le désenclavement de cette région naturelle, la Casamance, était, on le comprend bien, une forte demande. Aujourd'hui, c'est vrai, de gros efforts sont faits. Le président de la République, par exemple, a travaillé à une connexion aussi bien au plan terrestre, aérien que maritime. Aujourd'hui, quel est l'impact de ces infrastructures-là au plan social et économique? Oui, vous l'avez dit, je pense que dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a fait de la question de la paix, du développement économique et social de la Casamance une de ses priorités. Nous nous souvenons que son premier voyage du reste a été consacré à la Gambie. Donc, tout ça pour faire en sorte de discuter avec ce pays pour créer les conditions de la paix donc, et du retour des populations dans la zone. Et comme vous le savez, donc, je pense que l'un des facteurs qui ont contribué à aggraver la frustration des Casamançais est donc ce conflit armé. Donc, il y avait la question de l'enclavement de la Casamance. Puisque pour quitter la Casamance et rejoindre les autres parties du territoire national, donc c'était une épreuve rude pour les populations. Et donc ces difficultés étaient exaspérées sur le plan terrestre lorsque ces populations devaient passer par un pays frère, notamment la Gambie, à travers le bac de Farfigné, où ces populations donc, éprouvaient d'énormes difficultés pour traverser. Donc sur le plan aérien, vous savez que pendant longtemps, il n'y avait qu'un seul avion qui faisait la navette entre Dakar et Ziguinchor, un avion de 9 places, et il fallait s'inscrire dans des listes d'attente pour pouvoir avoir l'avion si on n'a pas une urgence à venir régler à Dakar ou ailleurs. Sur le plan maritime, il y avait également ces difficultés avec pratiquement pas de disposition pour permettre aux populations de voyager. Et donc le président de la République, le président Macky Sall, quand il est arrivé, il a fait de cette question une priorité.
Et comme vous l'avez constaté, donc je pense qu'il y a eu toute une politique d'investissement structurant qui a été faite pour assurer le désenclavement terrestre, aérien et maritime de la Casamance. Aujourd'hui, sur le plan terrestre, beaucoup d'efforts ont été faits. Donc, on peut citer le pont sénégalo-gambien, donc qui a été construit et qui a permis aujourd'hui d'assurer la continuité territoriale de la Casamance, tout en favorisant donc les conditions de déplacement donc des populations. Sur le plan aérien, vous le savez, aujourd'hui, il y a presque 2 avions qui font près de 4 rotations journalières, donc avec une réduction qui a été opérée sur les billets d'avion à ce niveau. Avec aussi l'extension des pistes des aéroports de Cap Skirring et de Ziguinchor. Donc l'aéroport de Cap Skirring aujourd'hui reçoit des vols charters qui viennent directement de la France, tout ça pour booster un des secteurs qui constitue un maillon de l'économie de la Casamance, c'est-à-dire le tourisme. Sur le plan maritime, il y a des navires qui ont été mis en circulation pour permettre aux populations de pouvoir voyager, donc notamment les navires Agen et Djambon, les navires Ali Cité. Il y a également sur le plan donc, commercial un navire exclusivement dédié au fret, c'est-à-dire le Djogé. Pour les navires Agen, Djambon et Ali Cité, vous savez que le gouvernement, en plus de la mise en circulation de ces bateaux, le gouvernement également a subventionné le prix des tarifs qui sont passés de 12 000 à 5 000 francs. Tout ça pour permettre justement donc, aux populations de voyager, mais favoriser le désenclavement économique et le désenclavement de la Casamance et créer donc, les conditions justement de la relance économique. Je pense que c'est des dispositions qui sont salutaires. Donc, bien sûr, il faut les renforcer, puisque aucun investissement n'est de trop pour la Casamance, surtout du côté du désenclavement. Et sur l'autre aspect également, le gouvernement a renforcé les mesures de création des pistes de production dans les zones les plus reculées. Le désenclavement au plan interne, quoi? Au plan interne, oui. Au plan interne, il y a eu donc les pistes de production donc, dont la construction a été accélérée par des projets tels que le PPDC. Donc, du côté de la voirie interne aussi, beaucoup d'efforts ont été faits dans les 3 régions de la Casamance, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda. Puisque aujourd'hui, si on voit dans ces régions, on voit à l'intérieur vraiment donc, de ces grandes villes que véritablement le gouvernement a créé des réseaux intenses, n'est-ce pas, de voirie, avec également une nette amélioration de la circulation urbaine et interurbaine. Et je pense qu'aujourd'hui, l'option, c'est ça. Il faut désenclaver la Casamance, faire en sorte que entre les zones de production de la Casamance, donc qui sont des zones à forte vocation agricole, maraîchère, halieutique, donc il y ait une connexion avec donc, les zones de consommation, les zones de commercialisation. Et nous nous réjouissons de cette dynamique. Et je crois que, comme vous le savez, le PPDC, donc, qui est un projet dont le terme est arrivé, le président de la République a donné les instructions pour la reconduction de ce programme. Et donc, il a fortement instruit que donc, des orientations claires soient prises en faveur de la multiplication de la construction des pistes de production, justement pour soutenir donc, les activités agricoles maraîchères dans les zones de la Casamance. D'accord. Le désenclavement donc, jette les bases d'une relance économique de la Casamance. On sait, on l'a rappelé un peu plus haut, que c'est une région très riche en potentialité et toute dynamique de relance passe forcément par une valorisation de ces richesses en Casamance. Alors, quels sont ici les actes posés? Est-ce que, formulé autrement, les actes que nous posons sont à la mesure de ces richesses-là dont on parle? Oui, comme vous le savez, hein, tout développement obéit à un processus clair, donc avec la mise en place d'un certain nombre de conditions, donc qui, si elles sont réunies, favorisent justement le développement d'un pays ou bien d'une localité. Parmi ces conditions, il y a d'abord le désenclavement, parce que les routes sont des facteurs de pollution extrêmement importants. Il y a également l'autre facteur de pollution qui est l'énergie, qui est extrêmement importante pour justement soutenir la mise en place d'une industrie. Il y a le troisième facteur qui est donc la mise en place des mesures incitatives donc, au développement de l'économie. Aujourd'hui, si on observe le processus de développement économique et social de la Casamance, on sent que le président de la République a encadré ce processus et l'a mis sur des chantiers bien clairs. Nous avons parlé tout à l'heure du désenclavement, mais pour ce qui concerne le second facteur de production, c'est l'énergie.
On se rappelle que le président de la République a investi près de 8 milliards. Le gouvernement a investi près de 8 milliards pour renforcer les capacités de production de la Sénélec au niveau de Ziguinchor. Donc notamment la centrale électrique de Boutout, qui est une centrale qui assure la production en énergie de l'ensemble des 3 régions de la Casamance. Inaugurée en grande pompe il y a quelques années. Inaugurée en grande pompe, vous vous souvenez. Donc c'est extrêmement important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Casamance jouit d'une certaine autonomie en termes de production énergique qui permet donc de satisfaire les besoins des ménages, des populations, mais également qui permettra de soutenir l'installation massive d'unités industrielles ou bien d'entreprises. Surtout avec ce qui va se passer donc avec l'agropole. Parallèlement, ça participe d'ailleurs de la sécurisation de la région, effectivement. Public. Donc, maintenant, pour ce qui concerne le 3e facteur, donc toujours dans le cadre des conditions de développement, c'est-à-dire les mesures incitatives. Aujourd'hui, à ce niveau également, on peut dire que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Puisque, après avoir pris, n'est-ce pas, toutes les dispositions pour assurer le désenclavement, on sait que pour ce qui concerne le désenclavement maritime, ce qui en est suivi, c'est qu'une mesure importante donc, qui a contribué aujourd'hui à revaloriser une filière importante aujourd'hui en Casamance, qui est la filière de l'anacarde. C'est-à-dire que pendant longtemps, cette filière était exportée donc, en Inde ou bien au Vietnam via le port de Banjul. Les camions passaient par le port de Ziguinchor, utilisaient le pont bascule du port de Ziguinchor et après prenaient la route pour aller en Gambie où ces noix sont exportées. Ce qui nous causait une perte donc, de recettes douanières d'abord, une perte de devises, mais ce qui également ne compensait pas la véritable valeur ajoutée que les populations de la Casamance devaient tirer de l'exploitation de cette noix d'anacarde. Et lorsque les conditions maritimes ont été prises avec le dragage du fleuve Casamance, donc à partir de 2017, automatiquement en 2018, le gouvernement a pris une mesure aujourd'hui incitative donc, à l'économie, qui est que dorénavant, la noix d'anacarde s'exporte à partir du port de Ziguinchor, parce que les conditions étaient réunies. Je rappelle que le fleuve Casamance, pendant longtemps, n'offrait pas les conditions véritablement de l'arrivée donc de gros navires au niveau du port, ce qui constituait véritablement un frein au développement de l'économie, puisque le fleuve, à son temps, avait une profondeur de 3,5 mètres. Il fallait donc draguer pour faire en sorte que le fleuve ait un niveau assez satisfaisant. Et aujourd'hui, avec le dragage, grâce à un programme mis en œuvre par le gouvernement avec la coopération hollandaise pour un coût de 23 milliards, aujourd'hui, on a dragué le fleuve jusqu'à une profondeur de 7 mètres. Ce qui permet aux gros navires qui ont une capacité qui peut aller jusqu'à 6 000 tonnes, aujourd'hui, de débarquer dans le port de Ziguinchor, nuit et jour, avec des conditions de balisage qui ont été réunies à ce niveau. À partir de ce moment, en 2018, donc, lorsque la mesure a été appliquée, nous avons senti un boom de l'économie de la Casamance avec justement une revalorisation de cette filière. Et aujourd'hui, la filière anacarde. La filière anacarde, vous savez que la Casamance est la première région donc productrice de la noix d'anacarde. La Casamance assure près de 90% de la production nationale en anacarde. Mais cette filière aujourd'hui crée donc une valeur ajoutée, crée des retombées financières extrêmement importantes pour la population, pour les producteurs locaux. Et je pense qu'aujourd'hui, rien qu'en 2018, on était à une production de près de 31 000 tonnes qui a été exportée à partir du port de Ziguinchor, donc avec près de 20 milliards de chiffres d'affaires. Donc un montant qui profite à l'économie. Mais au-delà de l'anacarde, il y a beaucoup d'autres produits qui sont là et qui dénotent de la richesse de cette région, des produits qui malheureusement, pour la plupart, pourrissent. Et cela veut dire qu'on n'est pas encore à la hauteur. Comme je le disais tout à l'heure dans la question, on peut mieux faire en tout cas. Oui, on peut mieux faire et c'est dans cette lancée que le gouvernement s'est inscrit pour justement booster donc, ces différentes filières et créer donc, justement les conditions de revalorisation des potentialités de la Casamance. Pour cette filière mangue, ajoutée à la filière anacarde, à la filière maïs, donc je pense que le gouvernement est en train d'installer le projet d'agropole au niveau d'ADEAN. L'agropole va prendre en charge carrément donc, ces différentes filières, donc en créant donc, des conditions d'une valeur ajoutée pour exploiter ces filières. Je pense que, comme vous l'avez dit, effectivement, pendant longtemps, la Casamance était connue pour abriter d'unités industrielles qui étaient des maillons donc, dans l'industrie nationale. Je veux citer Amergé, je peux citer Soséchal, je peux citer même la Sonacos.
Mais toutes ces entreprises avaient connu des difficultés. Donc, du fait de la crise, du fait de certaines difficultés aujourd'hui structurelles. Et aujourd'hui, il est nécessaire, pour moi, il est indispensable, dans cette volonté d'installer le retour de la paix par le développement, donc dans ce contexte d'accompagnement du développement économique et social de la Casamance, il est important donc, de travailler à reconstituer ce tissu industriel de la Casamance. Et je pense que l'agropole va inscrire une ère nouvelle, puisqu'elle va marquer le premier pas dans cette volonté du gouvernement à faire en sorte que les potentialités de la Casamance soient mises en œuvre. Puisque au-delà de ces filières, il y a la mangue, il y a le bissap, donc il y a entre guillemets le bouilli, qui sont autant de produits qui sont produits en Casamance, et dont donc, la valorisation passerait certainement par la reconstitution de ce tissu industriel. Mais il faudrait à côté de ça, et vous permettrez que j'insiste sur ça, il faudrait à côté aussi également qu'on travaille à la réduction du fret, puisque aujourd'hui, les produits de la Casamance souvent ont des problèmes de compétitivité sur le marché. Pourquoi? Pour la simple raison que souvent le fret est cher au niveau de la Casamance. Donc entre la Casamance et comparé à certaines régions du pays. Et cela également doit marquer. Donc cela est dû à quoi exactement? À la distance? Cela est dû à la distance, puisque la plupart des facteurs de pollution qui entrent dans la transformation des produits locaux donc nous viennent de Dakar ou d'ailleurs. Et ce qui peut contribuer justement donc, à la cherté donc, de ces facteurs et donc par ricochet donc, cause un problème de compétitivité des produits de la Casamance. Et c'est pourquoi moi j'ai longtemps fait le plaidoyer qu'en plus de ces mesures incitatives, véritablement qu'on aille vers l'érection de la Casamance en zone économique spéciale. Donc, je pense que si on le fait, donc on va contribuer à pousser les investissements, donc à créer donc certaines exonérations fiscales, donc pour essayer véritablement donc d'accélérer donc la compétitivité des En tout cas, au plan touristique, c'était déjà acquis. Le président de la République en avait fait une zone de priorité nationale touristique avec des exonérations fiscales aux promoteurs. Ça, c'était... En tout cas, au plan touristique, ça va. Oui, ça aussi, je crois que c'est une des mesures incitatives qui a été prise par le gouvernement. Qui a eu des effets? Oui, donc je pense que, comme vous le savez, la Casamance, sur le plan touristique, est une zone avec beaucoup de potentialités. C'est ça. Et le tourisme est une niche extrêmement importante de création d'emplois. Et c'est pourquoi je pense qu'en 2013, l'Assemblée nationale avait adopté justement une loi qui fait de la Casamance une zone touristique nationale d'intérêt spécial. Donc, et cette loi donc, a mis en place un cadre législatif véritablement incitatif pour justement booster ce secteur, faire en sorte que des emplois puissent être créés. Puisque pour une durée de 10 ans, donc, il y a des exonérations fiscales et sociales qui sont concédées à tous les promoteurs, à tous les opérateurs économiques qui s'investissent dans ce créneau pour la création d'emplois, pour la valorisation du riche patrimoine touristique de la Casamance. Justement, ces mesures ont eu leur effet. Vous avez à constater une concrétisation? Oui, donc je pense que puisque dans ce secteur, on a senti un boom véritablement. Et nous sommes en train de travailler justement avec tous les acteurs pour aujourd'hui faire une sorte de diagnostic de cette loi, donc voir exactement de façon claire quelles sont les retombées donc, positives qui ont été notées à ce niveau, voir un peu les difficultés donc, auxquelles l'application de cette loi est confrontée, et donc essayer d'apporter des améliorations pour qu'avant le terme, donc justement, que la Casamance puisse véritablement profiter de manière optimale donc, des avantages inclus dans cette loi. Nous travaillons avec les acteurs. Le tourisme, c'est vrai que c'est un facteur, c'est un secteur, autant pour moi, qui est aujourd'hui impacté par cette pandémie de Covid-19 qui évolue dans notre pays, marqué par l'apparition maintenant du variant britannique, comme on l'a dit. Aujourd'hui, il y a un débat autour du vaccin. Hein. Vous êtes membre de la structure des cadres du parti APR. Enfin, qu'est-ce que vous entendez faire pour convaincre encore ceux qui sont dans le déni? Oui, je pense que ce débat, comme vous l'avez dit, c'est un débat qu'on note dans tous les pays. Parce que je pense que le vaccin aujourd'hui est source de beaucoup de débats, donc beaucoup de contradictions entre même les scientifiques. Et ce débat est aujourd'hui fortement enrichi par les réseaux sociaux,
donc où souvent un certain nombre d'informations sont véhiculées, donc des informations qui, le plus souvent, ne sont pas fondées ou ne reposent pas sur des arguments scientifiques. Et c'est ça aussi, aujourd'hui, toute la difficulté qu'on a donc, à gérer la communication autour des réseaux sociaux, puisque c'est une communication qui va vite, qui n'est pas souvent contrôlée, et c'est tout le contraire de la communication du gouvernement, ou bien de la communication des autorités sanitaires, puisque cette communication doit véritablement reposer sur des bases scientifiques, sur des constats, donc pour pouvoir faire en sorte que les populations puissent Maintenant, il appartient au gouvernement et aux structures de s'adapter aussi. Voilà, donc, et je pense que le président de la République, dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination, donc, a donné les instructions pour qu'une communication vraiment optimale puisse être faite au niveau donc, des populations. Et je pense que cette communication doit véritablement impliquer tous les acteurs communautaires. Et c'est le lieu pour moi de lancer un appel en destination des populations. Je pense qu'aujourd'hui, donc, face à cette polémique, face à ce contexte-là, tout le monde sait que le vaccin est le seul remède donc, qui doit nous permettre de juguler cette pandémie, à côté justement de l'observance des prescriptions sanitaires. Et justement, dans la perspective donc, du démarrage de cette campagne de vaccination, donc avec cette stratégie bien claire qui a été dégagée par le gouvernement, je pense qu'il faut que les populations fassent confiance aux autorités médicales. Puisque pendant longtemps, comme vous le savez, le Sénégal a acquis des expériences avérées dans le domaine de la vaccination, donc avec le programme élargi de vaccination. Tout ça, ce sont des processus qui ont été contrôlés par des autorités médicales, des autorités scientifiques, donc avérées, donc avant que ces vaccins-là ne puissent être administrés aux populations. Et je pense que dans ces dynamiques, le ministère de la Santé, donc je salue au passage le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, donc, qui est entre autres le coordinateur de la CCR, qui est en train de faire un travail excellent à ce niveau. Je pense qu'ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que le vaccin que le Sénégal aura à se procurer dans cette campagne puisse répondre à toutes les normes d'efficacité, à toutes les normes de protection des populations, mais également à certaines normes de conservation. Je pense que dans le processus d'acquisition de ce vaccin, il y a ces paramètres-là qui sont en compte et qui sont en train d'être étudiés par les autorités sanitaires. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire confiance à ces autorités et inciter surtout les populations à aller vers cette vaccination et à aller surtout vers le respect des mesures barrières, le port du masque, l'interdiction de certains rassemblements. D'accord. On va parler d'une autre question d'actualité. Le rapport est sorti cette semaine sur l'indice de perception de la corruption qui met le Sénégal dans une zone rouge. Pour reprendre les titrailles de la presse, on parle notamment d'une faible volonté dans la lutte contre la corruption ou d'un accroissement de l'impunité, des griefs qui appellent quel commentaire à votre niveau? Oui, je pense que c'est un rapport dont la publication donc, a été suivie par l'ensemble des populations. Nous avons remarqué que notre pays a stagné donc, en termes de bons, puisque le Sénégal a toujours donc, presque la même position, avec donc, presque 45 points. Donc, ce qui fait que, justement, selon les auteurs de ce rapport, il n'y a pas d'avancée notoire dans ce domaine. Mais je dois rappeler qu'entre 2012 et 2016, justement, beaucoup de progrès significatifs ont été faits qui ont permis à notre pays de passer de 36 points à 45 points. Je pense que c'est extrêmement important. Mais moi, je dois, après avoir examiné les motifs quelque part qui nous ont valu, suivant les auteurs de ce rapport, cette stagnation, moi, je dois avouer que j'ai un certain nombre d'observations donc, qui me paraissent extrêmement importantes. Parce que, comme vous le savez, parmi les motifs qui ont été invoqués, il y a justement, entre autres, l'absence de sanctions répressives par rapport aux détournements qui sont notés, donc par rapport à un certain nombre de personnalités qui sont épinglées par les corps de contrôle de façon générale. Mais moi, je pense que pour ce qui concerne ces rapports de ces corps de contrôle, généralement, ce sont des rapports qui sont assortis de sanctions, c'est-à-dire de sanctions pécuniaires, de sanctions, de préconisation de sanctions pénales. Je crois que c'est extrêmement important puisque ces autorités agissent également sur la base du respect du présomption de la présomption d'innocence. Mais également, à côté de ça, il faut noter que ces rapports sont assortis d'un certain nombre de recommandations qui ont un impact donc, dans la gestion managériale
dans la gestion administrative des structures concernées. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, ça veut dire qu'au-delà de la reddition des comptes, qui est un principe extrêmement important, qui veut que quiconque puisse répondre à sa gestion, un principe auquel nous adhérons, je pense qu'également, il y a une dimension extrêmement pédagogique qu'il faut donc adopter dans le cadre du suivi de ces rapports. Je prends un exemple. La Cour des comptes, quand elle produit ces types de rapports, ce rapport est sanctionné par un certain nombre de recommandations qui sont faites sur la base de constats de dysfonctionnement ou bien de problèmes de management que la Cour observe ou bien a observé au niveau d'une structure déterminée. Et justement, ces recommandations permettent donc à cette structure, au top management de cette structure, d'avoir un cadre vraiment pour apporter des rectifications par rapport à ces dysfonctionnements et à ces manquements et de pouvoir améliorer la gestion. Je pense que pour moi, au-delà de la sanction, l'objectif également de ces rapports, c'est de contribuer à améliorer le fonctionnement des services publics, à améliorer le fonctionnement des services publics. Dans une démarche pédagogique. Dans une démarche pédagogique, une démarche managérielle. Au niveau de l'ANRAC, nous avons connu ce type de recommandations. Et la Cour met en place tout un dispositif de suivi pour faire en sorte que la structure concernée, si je prends l'ANRAC pour ce qui concerne le cas de l'ANRAC que je connais, faire en sorte que l'ANRAC puisse apporter des rectifications ou bien veiller donc, à corriger ces manquements. Et c'est des manquements qui portent des fois sur le manuel de procédure, qui n'est pas bien dirigé ou bien qui comporte des lacunes. Ces manquements peuvent porter sur des dysfonctionnements au niveau organisationnel et au niveau fonctionnel. Et je pense qu'il est important que de plus en plus, dans la lecture des rapports des cours de contrôle, c'est vrai, au-delà de l'accent qui est mis sur la dimension répressive, il est important qu'on mette l'accent sur ça. Et je pense que le cours de ce que le chef de l'État a compris, c'est pourquoi il a mis une commission qui est chargée chaque année d'étudier véritablement ces rapports et de faire en sorte que les mesures qui sont préconisées soient prises en compte. L'autre aspect qui est aussi fondamental dans les motifs, c'est un peu le dysfonctionnement du service public de la justice, l'immixtion du président de la République dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense qu'à ce niveau, il faudrait également que les auteurs du rapport prennent en compte les réformes extrêmement importantes qui ont été mises en œuvre ici au Sénégal. Puisque entre 2016, année où la stagnation a été constatée, entre 2016 et 2020, je pense que beaucoup de progrès extrêmement importants ont été enregistrés dans le secteur de la justice. Je parle de la fonctionnalité aujourd'hui des cours d'appel au niveau de Dakar, au niveau de Ziguinchor et de Tamba. Vous savez que pendant longtemps, les justiciables de Sédhiou, Ziguinchor, Kolda jusqu'à Tamba devaient venir jusqu'à Dakar pour interjeter appel. Ce qui causait une lenteur et ce qui causait également des pertes énormément de temps et des pertes d'argent. Mais depuis 2017, la cour d'appel, par exemple, de Ziguinchor est fonctionnelle. La cour d'appel de Tambacounda est en cours de construction. Donc il y a des efforts, vous voulez dire qu'il y a des efforts dans l'accès au service public de la justice, dans l'amélioration du fonctionnement de la justice. Très bien. Il y a des efforts également qui ont été consentis pour renforcer le dispositif de la carte des maisons de justice. Or, les maisons de justice sont le premier niveau d'accès du justiciable à la justice. Mais il y a une réforme importante qui a été prise, M. Nying, en 2019. C'est-à-dire qu'en 2019, le gouvernement a pris une réforme pour mettre en compétition les postes de procureur et de président de cour. Les procureurs et les présidents de tribunaux, tribunaux d'instance et de tribunaux de grande instance. Je pense que c'est une mesure révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, c'est ce que vous voulez dire, voir le débat sous l'aspect relation entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Et voir effectivement les réformes qui sont en train d'être faites. Donc, pour les prendre en compte dans le classement. Au-delà des autres réformes qui ont permis d'instituer les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance, qui ont permis de mettre en place les chambres criminelles qui fonctionnent maintenant de façon annuelle. Il y a même des chambres criminelles d'appel, voyez-vous. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de faire. Et il faut, pour moi, comprendre la présence du chef de l'État au sein du Conseil supérieur de la magistrature comme une présence honorifique. Lui-même s'est expliqué largement sur la question. Il a dit, et c'est nullement une présence qui mette donc, en atteinte
l'indépendance des On va terminer cette émission avec un mot sur Ziguinchor, l'Alliance pour la République sur place, au lendemain, c'est vrai, de la défaite de la présidentielle de 2019. Êtes-vous aujourd'hui dans un état de forme qui puisse voilà, vous permettre d'aller vers une reconquête? C'est possible? Oui, au lendemain de l'élection présidentielle, nous avons fait le diagnostic véritablement de cette défaite. Et nous avons identifié un certain nombre de paramètres sur lesquels justement nous avons inscrit notre cadre d'intervention sur place pour faire en sorte que les populations puissent accompagner la dynamique impulsée par le président de la République au niveau de la région. Et depuis, donc, sous l'impulsion du coordinateur départemental, le ministre d'État Benoît Sambou, nous avons initié un ensemble d'activités qui ont été freinées quelque part par cette pandémie. Mais nous sommes sur le terrain et nous sommes sûrs que du point de vue général, les populations adhèrent à la dynamique impulsée par le président pour prendre en charge les préoccupations de paix et de développement économique et social. Seulement, les élections présidentielles ont été des élections qui ont vu donc, la présence d'un fils de la région. Les gens ont essayé un peu de... Voilà. Mais nous pensons que de façon globale, il y a toute une appropriation des politiques publiques. Qui doivent être... Et nous travaillons justement à vulgariser ces politiques. Nous travaillons à prendre en charge les préoccupations des populations. Et nous pensons que, je pense que cela donc, va contribuer à faire en sorte que Benno Bokk Yakaar puisse conquérir à nouveau donc, la région de Ziguinchor. Puisqu'il faut le dire, hein, dans la région de la Casamance, c'est seulement Ziguinchor où Benno Bokk Yakaar a perdu, mais à Sédhiou, tout comme à Kolda, donc le Benno est sorti majoritaire donc, durant ces élections. Merci beaucoup, M. Ansou Sané. Merci beaucoup d'être venu à cette émission. Merci, M. Ning. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi. Nous recevions M. Ansou Sané, directeur général de l'ANRAC, l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales de la Casamance. Merci, à dimanche prochain, Inch'Allah. Le gouvernement définit une nouvelle politique dans le domaine de l'éducation nationale. Dans ce domaine, pour signaler qu'une délégation parlementaire... Le 3e sommet de la francophonie dédié au